Bonjour tout le monde. Lundi dernier, 17 juin, le tribunal de Versailles a prononcé un jugement. Il a condamné Fabrice Divisio, vous le connaissez, c'est un avocat connu de la composphère, pour diffamation, pour des propos contre le docteur Amélie Boissier-Descombes. Alors l'affaire, c'est toujours compliqué, la presse en parle de manière un peu rapide, succincte. Alors du coup, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe, que vous ayez bien une notion des faits, de comment ça s'est déroulé, de techniquement ce qu'on peut en dire, et de la suite, puisque l'intéressé a fait appel, eh ben, je reçois l'avocat de Madame du docteur Amélie Boissier-Descombes, qui est Maître Eolas, vous le connaissez un peu sur Twitter. C'est quelqu'un qui commente l'actualité et qui parle de son point de vue d'avocat et qui dit des choses fort intéressantes. Abonnez-vous à son compte. Et c'est quelqu'un qui est impliqué dans différentes affaires autour de la sphère sceptique, complotiste, etc. Il connaît bien le sujet, il connaît bien notre environnement, et donc il peut, vous verrez à la fin de l'entretien, faire un commentaire un peu plus large sur pourquoi c'est important que ces affaires-là existent et pourquoi maintenant on en est arrivé à un stade où il faut passer par la justice pour régler ces conflits qui, depuis trop longtemps, traînent et se sont envenimés dans des proportions déraisonnables avec des gens qui se comportent sur Internet un peu comme au Far West. Or, on n'est pas au Far West. Il faut qu'on apprenne à se comporter mieux. Et peut-être que, enfin, peut-être, de toute évidence, le passage obligé, c'est la judiciarisation de ces conflits. Et j'ai hâte que la justice puisse faire autre chose, parce que la justice est engorgée, les affaires sont lentes, et il y a des victimes d'affaires très sérieuses qui doivent attendre des années, parfois pour avoir réparation. Et du coup, on a souvent mauvaise conscience de prendre du temps de juge. En tout cas, moi, j'ai mauvaise conscience, je suis un peu comme ça, en me disant c'est dommage d'occuper les tribunaux à des affaires qui, finalement, auraient pu se régler autrement. Non, Maître Eolas veut le dire que c'est comme ça que ça marche, on est en démocratie. La justice est là pour qu'on s'en serve. Et peut-être que c'est une étape, et j'ai bon espoir que dans quelques années, on n'ait plus besoin de passer autant de temps sur ce type d'affaires qui se passent mal sur les réseaux, parce que les gens auront appris comment, quelles sont les limites de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, et de ce qu'on ne peut plus faire, ce qu'on ne peut pas dire, parce que la justice aura montré qu'on punit ceux qui outrepassent ces limites. Passons à l'interview avec Maître Eolas. Vous allez voir que on va apprendre des tas de choses. Bonjour Maître. Donc avocat, ça c'est une chose, et les gens vous connaissent sur Twitter en tant que Maître Eolas. Et dans une affaire récente, vous avez fait condamner un autre avocat. C'est pas si courant que ça, surtout en diffamation, ce qui est compliqué en France de faire condamner quelqu'un en diffamation. Il faut vraiment avoir un dossier solide. Donc, c'était donc le lundi 17. Alors c'est pas un verdict, c'est un jugement parce que les mots ont un sens, ça j'ai bien compris. Alors qu'est-ce qu'on reprochait à Maître Divisio, parce que c'est lui qui a été condamné. Il a fait appel, mais il a été condamné. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors, c'est ma cliente, le docteur Amélie Boissy-Descombes, qui lui reprochait une série de 4 tweets qui remontent au 5 juin 2023, ce qui est relativement récent, mais le tribunal de Versailles statue dans des délais très raisonnables, contrairement à d'autres juridictions qui sont complètement engorgées. Ça monte à un an maintenant. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'est contemporain à une tribune qui était parue dans Le Monde qui dénonçait des essais sauvages et illégaux qui avaient été réalisés au fameux IHU Méditerranée de Marseille sans les autorisations nécessaires et sans le consentement des patients qui n'étaient même pas informés, en fait, qui faisaient partie de ces essais sauvages, le tout sous la direction de Didier Raoult. Donc une tribune est parue et dans les jours qui ont suivi, elle a été reprise par la presse et la coordinatrice de cette tribune, le docteur Boissy-Descombes, a été invitée dans les médias et notamment sur BFM TV où elle a donné une interview où elle répondait aux questions du journaliste pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé exactement et en quoi c'était illégal. Elle est donc devenue le visage de cette attaque à l'encontre de Didier Raoult. Et elle est devenue la cible de ceux qui se présentent eux-mêmes comme les protecteurs de Didier Raoult. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre affaire, on est vraiment dans un cas de lèse-majesté. C'était du blasphème que de s'attaquer à Didier Raoult. Et elle a subi une série d'attaques, de harcèlement sexiste d'une
vulgarité, d'une grossièreté, d'une violence qu'on a du mal à imaginer, mais ça fera l'objet d'une autre action, enfin, ça fait l'objet d'une autre action qui sera jugée en son temps. Mais notre héros du jour, Fabrice Divisio, a publié une série de tweets c'est moins d'une semaine après son apparition, en disant: Ah, ah, vous voyez, celle qui ose critiquer Didier Raoult, elle-même, qui est-elle pour le faire? Eh bien, j'ai appris que lorsqu'elle était étudiante en médecine, elle avait fraudé avec la complicité de son mari, et du coup, elle avait été renvoyée de la fac et interdit de présenter des examens pendant, on a eu plusieurs périodes, on a eu 5 ans, puis 3 ans, D'accord. et c'était présenté comme étant une certitude des faits établis. Il a même publié des soi-disant preuves de ça, puisqu'il publie un document qui se présentait comme étant un procès verbal qui, en fait, ne faisait que reprendre un copier-coller du mail qui lui avait été dit. Et enfin, vous verrez si, je pense que ce document peut être présenté à l'écran, vous verrez que le nom d'Amélie Boissier-Descombes n'est même pas cité. Mhm. Et voilà. Et disons que pour être poli et prudent, l'authenticité de cette pièce est sujette à caution. Mais dans son argumentaire, s'il le fait, bah, c'est parce que c'est l'avocat de... Tout le monde le sait, Divisio est l'avocat de Didier Raoult, donc il est dans son rôle. Eh bien non, justement, ça fait partie des points qui ont été débattus. Alors, en matière de presse, il y a une série d'arguments en défense que l'on soulève. On les soulève toujours dans un certain ordre parce que c'est un ordre logique. La première défense, c'est ce qu'on appelle l'exception de vérité. Ouais. Parce que un point important, et c'est une confusion courante, diffamer et calomnier, ce n'est pas la même chose. On peut parfaitement diffamer en disant la vérité. La fausseté du fait diffamatoire n'est pas une condition de la diffamation. Donc, si je dis que Raoul Villain a tué Jean Jaurès, je le diffame puisque je lui impute un meurtre. Mais c'est vrai. Mais je lui impute un meurtre, c'est de la diffamation. Mais le moyen de défense que l'on a, on appelle ça une exception, pas une excuse, comme je l'ai lu chez nos amis de l'IHU, c'est une exception. Alors, une exception en droit, ça veut dire que c'est un moyen de défense qui fait échec à l'action. L'exception de vérité. Regardez, je vous apporte la preuve de la vérité de ce que j'ai annoncé. Si cette preuve est apportée, il y a relax. D'accord. Ensuite, si on n'a pas cette preuve qui est, il faut le reconnaître, très difficile à rapporter, il y a l'exception de bonne foi. Ça a été créé par la jurisprudence et pour assouplir un peu ces règles-là. Alors, la bonne foi, ça veut dire que même si on n'a pas la preuve absolue, irréfutable de la vérité de ce que l'on a dit, on apporte la preuve on l'a dit sur une base factuelle suffisante, qui est appréciée par le juge. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une preuve parfaite, mais il y a Oui, des il y a raisons raison. solides de penser que c'est vrai. Ouais. Et que c'était dans un cadre d'un débat d'intérêt général. C'est pas un règlement de compte personnel. Il faut que le débat en question intéresse le public. Ok. Si ces deux conditions sont remplies, il y a deux conditions ensuite annexes qui sont jugées avec beaucoup moins de rigueur. C'est l'absence d'animosité personnelle et la prudence et la modération dans le ton. Si ces quatre conditions sont remplies, c'est l'excuse de bonne foi, c'est-à-dire vous avez dit la vérité ou très probablement la vérité. Euh, c'est un débat d'intérêt général. Le public avait intérêt à savoir tout ça. Vous n'avez pas été grossier, insultant ou quoi que ce soit, et vous ne faites pas ça en fait parce que la personne en question est partie avec votre femme, donc vous ne réglez pas vos comptes avec lui. Et dans ces cas-là, vous êtes relaxé. Ça a été le cas dans l'affaire Limousin dont vous avez parlé récemment. Voilà. Et donc, Divisio, qui avait un vrai avocat dans cette affaire-là, bah, Absolument. le dossier a été Là, plaidé dans cet ordre-là, à savoir qu'il avait toute l'attitude de montrer que c'était vrai, ou de montrer qu'il était de bonne foi, de montrer qu'il n'y avait pas d'animosité. Enfin, il aurait pu faire ça. oui. Et d'ailleurs, il a fait une offre de preuve qui doit se faire dans les 10 jours de la citation. Et dans les 10 jours de la citation, il a effectivement produit par huissier les éléments de preuve qu'il avait. Donc, j'ai vu les fameux courriers qu'il avait reçus de ce fameux camarade de promotion. Et c'est là que j'ai découvert à ma stupéfaction que dans les courriers en question se trouvaient des tournures où vous voyez que son soi-disant témoin était beaucoup plus prudent que ne l'avait été Fabrice Divisio lui-même, puisqu'il disait qu'il s'agissait de rumeurs. Il s'agit de rumeurs et bien que de ça. Il dit, je suis certain qu'une rumeur avait circulé. Voilà, ce sont que des tournures comme ça que Fabrice Divisio avait complètement zappé. Et surtout, enfin, on voyait qu'il se souvenait vaguement de quelque chose, mais il n'était absolument pas sûr de cela. Il y avait également ce fameux procès verbal. Vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec les doigts.
encore une fois, dont l'authenticité a sérieusement fait froncer les sourcils du tribunal. Et en fait, il s'avérait qu'il avait absolument aucune preuve de ce qu'il avait avancé. Et puis, un dernier moyen qu'il soulevait, quand l'offre de preuve n'a pas été rapportée, quand la bonne foi a échoué, il essaye de dire, mais attendez, on est quand même dans un domaine où ma liberté d'expression me protège, parce que je tenais ces propos en tant qu'avocat Voilà, de Didier Raoult. on y arrive. Ouais. Et donc, puisque mon client était attaqué médiatiquement, eh bien, je le défendais médiatiquement sur le même terrain en attaquant ce qu'il attaquait. Donc, je faisais mon travail de défenseur, certes d'une autre façon, mais néanmoins, j'estime que ma liberté d'expression doit me protéger. Et sur ce point-là aussi, ça a été écarté pour une raison très simple, c'est que Fabrice Divisio, il n'était peut-être pas au courant, mais n'est pas l'avocat de Didier Raoult. Et j'étais bien placé pour le savoir, puisque le 1er mars, il y a eu l'affaire Limousin, dont vous avez déjà parlé, où j'avais en face Didier Raoult et ses deux excellents avocats marseillais, parmi lesquels ne figurait pas Fabrice Divisio, qui est pourtant maintenant avocat au barreau de Marseille. Donc, j'ai produit la première page de ses conclusions, c'est-à-dire de l'argumentation de Didier Raoult devant le tribunal, en disant, regardez, voilà les avocats de Didier Raoult, et Fabrice Divisio n'en fait pas partie, et Fabrice Divisio était incapable de produire le moindre document, le moindre courrier de Didier Raoult, disant, cher maître, je vous remercie d'assurer ma défense face aux attaques dont je fais l'objet pour mes essais illégaux. Et il faut en particulier s'attaquer à ceux qui attaquent Didier Raoult. On ne peut pas faire autrement. Il faut aller les pourchasser jusque dans leur lit. S'il le faut, il ne faut pas les laisser respirer. Ils ont décidé qu'ils nous feraient la guerre, parce que concrètement, faire la guerre à Didier Raoult, c'est d'une certaine façon faire la guerre à un médecin qui a essayé de faire preuve de compassion, qui a essayé de faire preuve d'empathie, qui a essayé de venir faire de la médecine avant de faire de la recherche précisément. Eh bien, nous avons affaire à des chercheurs. Ma seule volonté, c'est que ce soit des chercheurs d'emploi, puisque pour l'instant, ce sont des chercheurs d'emmerde, et puisque ce sont des chercheurs d'emmerde, ils vont les trouver. Si jamais ça avait été vrai qu'il était l'avocat de Didier Raoult, est-ce que c'est une bonne défense de dire, puisque je suis un avocat, j'ai le droit de vomir des trucs comme ça, sur la base de rumeurs, sans dire que c'est des rumeurs, en affirmant que c'est vrai. Est-ce que ça serait passé? C'est difficile à dire, mais la Convention européenne des droits de l'homme qui protège, et la protège très efficacement, la liberté d'expression, dit bien que lorsque c'est un avocat qui s'exprime publiquement, il bénéficie d'une liberté d'expression très très largement étendue. On est à un point tel que rares sont les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui valident la condamnation d'un avocat. On a des arrêts qui concernent des avocats qui, mécontents du jugement qu'ils avaient reçu, attaquaient le juge et mettaient en cause publiquement sa probité, son indépendance, sa capacité à juger correctement, qui, dans la plupart des législations, constitue un outrage. Mais la Cour européenne des droits de l'homme disant attaquer le juge qui vous a donné tort, ça peut faire partie du travail des avocats. Un avocat doit pouvoir critiquer la justice s'il estime qu'elle a été mal rendue, même à tort, parce que exiger qu'il ait raison pour pouvoir le faire, c'est limiter sa liberté d'expression. Et un avocat doit pouvoir attaquer la justice aussi quand il a une décision qui le méconnaît. Donc, d'accord. Donc ça aurait pu marcher. On serait entré dans une zone grise où le tribunal aurait pu dire, oui, ma foi, c'était malgré tout le travail d'un avocat. D'où la difficulté de faire condamner des gens en diffamation, surtout les avocats. Voilà. Mais alors, on en revient à ce que vous dites. Moi, il me semblait aussi qu'il avait au moins été l'avocat de Raoult à un moment donné. C'était vrai ou il l'a jamais été? Oui, si, il l'a été. Je crois que ça remonte à novembre 2021. Novembre, je suis sûr, l'année, je suis pas sûr, où Didier Raoult avait été poursuivi devant la chambre de discipline de l'Ordre des médecins. Oui. Pour l'histoire de la chloroquine, justement. Là, il y avait notamment poursuite pour charlatanisme, mais qui n'a pas été retenu. Mais je crois qu'il avait quand même reçu un blâme pour avoir, je crois, manqué de prudence dans la présentation d'un traitement, avoir prêté un traitement des qualités qu'il n'avait pas en ne faisant pas preuve de la prudence nécessaire. Ouais. Donc, Il avait été relaxé de charlatanisme, écopé d'un malheureusement, blâme. mais pour le reste, il avait reçu un blâme. Oui. Mais le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait appel. Je ne sais pas du tout où en est cette affaire. Mais à l'occasion de cette première instance, en tout cas, c'était bien Fabrice Divisio qui l'avait défendu. D'accord. Et à ma connaissance, c'est le seul cas où Fabrice Divisio a effectivement été l'avocat de Didier Raoult. Alors, il a été condamné à 4 chefs d'inculpation, d'accusation, vous me direz De les bons mots. prévention. De
prévention. Prévention. Alors, qu'est-ce que le tribunal finalement lui a reproché, de quoi il est reconnu coupable, et quelles sont les sentences? Alors, les 4 tweets, c'était toute une série qu'il avait eue, on était le 5 juin 2023. À midi, à l'heure du déjeuner, il a fait une série de tweets rageurs où il citait donc le témoin qu'il avait contacté, mais dès lors que c'est lui qui publie ses propos, c'est lui qui en assume la responsabilité, Mhm. mais qui disait toujours la même chose. Amélie Boissy-Descombes avait fraudé un examen et en punition de ça avait été exclue de la fac plusieurs années. Ce qui était amusant enfin amusant, mais c'est aussi un peu triste, mais ce camarade de promotion s'étonnait vraiment, et c'était ce qu'il avait nourri dans sa conviction que ses souvenirs étaient exacts, c'est que à l'époque, il y a eu un hiatus dans ses études de quelques années, ce qui dans sa tête disait, ben, si elle a arrêté ses études pendant quelques années, c'est Ça nécessairement qu'elle avait confirme. fraudé, qu'elle a été sanctionnée. D'accord. C'est triste de voir que quelqu'un qui voit qu'une femme, parce que Amélie Boissy-Descombes est arrivée par la passerelle, elle a d'abord une formation d'ingénieur avant d'être médecin. Donc, autant dire que c'est une scientifique, indiscutablement. Euh, elle était à cette étape de ses études, elle approchait de la trentaine, elle était mariée depuis récemment. La seule raison dans la tête de ce monsieur pour une femme de 30 ans, jeune mariée, d'interrompre ses études, c'est nécessairement une fraude aux examens. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Oui. Bon, on l'a compris. Donc c'est 4 tweets, et c'est pour 4 tweets donc qu'il a été condamné. Voilà. Mais il y a du sursis. Et vous avez réagi sur Twitter en disant, mais c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait du sursis. Donc je vous laisse nous expliquer ça. Absolument. Enfin, d'abord, Fabrice Division n'avait aucune mention à son casier judiciaire, et généralement les personnes qui sont condamnées la première fois ont du sursis, et parfois même en totalité. Je crois me souvenir que les amendes qui ont été prononcées ce jour-là, il y avait d'autres jugements qui étaient rendus. Le tribunal avait prononcé dans toutes les affaires des amendes avec sursis, ce qui est vraiment la norme. Là, déjà, le montant de l'amende est assez élevé. La diffamation envers un particulier est punie au maximum de 12 000 euros d'amende. Donc là, pour une première condamnation, on est quasiment à la moitié. Donc, On est au c'est tiers. comme déjà une certaine sévérité. Pierre, vous avez raison, pardon. Je suis avocat, j'aime bien arrondir au-dessus, mais vous êtes un scientifique, vous mettez la barre où il le faut, c'est parfait. Donc, le tiers du maximum. Et donc, il y a 1000 euros qui seront dus si le jugement est confirmé. Il doit les payer. Et les 4000, ça reste au-dessus de la tête. C'est-à-dire que si dans les 5 années qui viennent, il est à nouveau condamné pour quelque infraction pénale que ce soit, au hasard, diffamation, eh bien, ça veut dire qu'il devra payer ces 4000 euros d'amende pour avoir recommencé, en plus de la nouvelle amende qui sera prononcée. Sachant qu'il y a une règle non écrite, mais ce sont toujours les règles non écrites qui sont le plus appliquées, que lorsque quelqu'un est à nouveau condamné, la peine suivante est toujours supérieure à la précédente pour qu'il y ait une Oui. montée en puissance. Donc, ça veut dire que s'il était à nouveau condamné pour diffamation, dans l'hypothèse où ce jugement serait confirmé, il risquerait très, très lourde amende, et c'est vraiment diffamatoire, sachant qu'en plus, il y a récidive, le montant est doublé, c'est-à-dire qu'il risquerait jusqu'à 24 000 euros d'amende, plus de devoir payer ces 4 000 avec sursis. Donc, il y a un vrai effet dissuasif, et je pense que, vu le contexte et vu la personnalité à qui on a affaire, c'était important qu'il y ait cet effet dissuasif pour l'avenir. Alors pour autant, on a l'impression que pour un avocat, il s'en sort donc avec 5 000 euros, donc 4 000 avec sursis, donc juste 1 000 euros à payer. C'est pas une grosse somme pour lui, vu tout ce qu'il est censé brasser. J'ai pas les détails de ses comptes, enfin, il est censé gagner beaucoup d'argent. Et à côté de ça, il y a deux autres, il y a 2 fois 2 000 euros. Et à quoi ça correspond? Alors, il y a 2 000 euros de dommages et intérêts, c'est-à-dire c'est la réparation due à Amélie Boissy-Descombes. Ça ira dans sa poche. Comme c'est une indemnité, c'est net d'impôt, c'est pas un revenu, c'est la réparation du dommage qu'elle a subi. Je vous cache pas que c'est inférieur aux demandes que nous avions faites, Mhm. mais le problème, c'est que, sans rentrer dans les détails, euh, si j'avais dû produire toutes les preuves de la réalité de ce qu'a subi Amélie Boissy-Descombes depuis la publication de ses tweets. Je leur ai hélas fourni aussi des arguments
des raisons de triompher pour les personnes qui l'ont harcelé parce que leur harcèlement a été efficace. Il a fait beaucoup de dégâts dans la qualité de vie d'Amélie Boissy-Descombes, mais je ne voulais pas fournir ces éléments d'information qui, en plus, contenaient forcément des éléments personnels, des adresses, etc. Donc, j'ai laissé le tribunal apprécier sur la base de son bon sens, qui fait effectivement une appréciation assez basse, outre 2000 euros qui cela me sont destinés, puisque c'est la prise en charge des frais d'avocat. Pour l'instant, donc, Divisio doit payer 5000 euros, mais il fait appel. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'appel est suspensif. L'appel est suspensif, donc pour l'instant, il n'a rien à payer, à part peut-être son avocat. Dans les 3 mois, parce que comme il y a un délai de prescription très bref en matière de presse de 3 mois, la Cour d'appel de Versailles doit audiencer ça dans les 3 mois qui viennent. Mais ce sera une audience, d'abord qui visera à interrompre le délai de 3 mois, le remettre à zéro, et puis on fixera ce qu'on appelle un calendrier de procédure, c'est-à-dire, bon voilà, on a une date, il faut 1 heure, 2 heures, 3 heures pour juger ce type de dossier. La prochaine fois qu'on a un créneau de 3 heures, c'est telle date. Et si c'est à plus de 3 mois, on va prévoir ce qu'on appelle les audiences relais tous les 3 mois pour interrompre ce délai pour que Fabrice Divisio confirme qu'il maintient son appel. Voilà. Ouais. Toutes les affaires de presse commencent par ce long défilé de dossiers où on maintient le calendrier, oui. Mais c'est indispensable pour interrompre ce délai de 3 mois. Je connais ça. Alors, du coup, vous m'avez expliqué juste avant l'interview qu'il y avait l'appel de Divisio, mais qu'en réponse, il y avait un appel à incident. Alors, expliquez-nous ce que c'est et qui porte cet appel et pourquoi. Voilà. On distingue 2 types d'appels, l'appel principal et l'appel incident. L'appel principal, c'est la personne qui est mécontente du jugement et qui dit « je veux que cette affaire soit rejugée, le tribunal s'est trompé et je vous expliquerai pourquoi ». Quand on fait un appel principal, enfin sauf si on se désiste de cet appel principal, la Cour sera amenée à statuer. Les autres parties au procès, dont le parquet, peuvent faire un appel incident qui ont une sorte de façon de dire, vous savez quoi, moi j'aurais pas fait appel du jugement, il me convenait, c'est pas exactement forcément ce que je voulais, mais ça me convenait, mais puisque vous faites appel, je fais appel aussi. Comme ça, avec l'appel incident du parquet, qui a été fait le jour même, j'en ai confirmation, eh bien la Cour d'appel pourra alourdir la peine. Si c'était juste sur appel de Fabrice Divisio, on ne pourrait que la confirmer ou la réduire. Avec l'appel du parquet, elle peut aller au-delà, dire écoutez, 5000 euros, ça ne me paraît pas suffisant, je vais monter à 6 000, à 7 000, à 8 000, etc. Bien, Amélie Boissy-Descombes et son mari, qui était également plaignant, ont également fait appel incident pour permettre à la Cour de prononcer des dommages d'intérêt d'un montant supérieur, vraiment pour que la Cour soit saisie de l'intégralité du dossier et puisse statuer en toute souveraineté. La particularité étant que si Fabrice Divisio devait se désister de son appel principal avant que l'affaire soit jugée au fond, eh bien les appels incidents tombent automatiquement. Je ne pourrais rien faire pour dire non, finalement je veux que ce soit rejugé. Je l'aurais dû faire un appel principal. Donc c'est une façon aussi de mettre la pression un peu sur la partie, de dire que vous faites appel, eh bien vous n'êtes pas sûr d'y gagner quelque chose. Vous pouvez y perdre aussi. Bien. Réfléchissez bien. Mais je ne pense pas une seconde que Fabrice Divisio se désiste de son appel. Non, c'est pas... Alors, au-delà de l'affaire, on n'a pas le calendrier, c'est compliqué. On peut estimer, il faudra quoi? Attendre peut-être 6 mois, entre 6 mois et 1 an pour avoir une réponse? C'est difficile à dire. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'appel devant cette chambre de la Cour d'appel de Versailles. Le tribunal correctionnel de Versailles, en matière de presse, est plutôt rapide. C'est une chambre qui est très appréciée pour ça, outre évidemment que la qualité de ses jugements, je ne vais pas dire le contraire, ils m'ont donné raison. La Cour d'appel de Versailles est peut-être un peu plus engorgée, donc je ne saurais pas dire. 1 an, ça me paraît très long, 6 mois, ça me paraît très raisonnable, mais voilà, je le saurai dans les 3 mois qui viennent, probablement courant septembre, on devrait avoir une audience. Alors, si je vous reçois et si on en parle, c'est parce qu'il y a un contexte. Donc là, on a fait le détail un peu pour que j'en comprenne ce qui s'est déroulé dans cette affaire-là, mais vous-même, vous êtes l'avocat dans d'autres affaires qui ont trait à ce que nous, on appelle la complosphère, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, à tort ou à raison, lié à l'affaire Raoult, au Covid, et à François, à plein de choses. Et j'aimerais vous donner la parole pour nous expliquer pourquoi c'est important qu'on en parle, parce qu'il y a des vies qui sont quand même un peu chahutées. Il y a des gens qui ont été harcelés, maltraités, et ça se passe pas bien du tout. Et je suppose que de l'autre côté, eux aussi le vivent mal. C'est des humains aussi. Donc il y a et
et j'ai l'impression que le tribunal devient une sorte de lieu où des conflits qu'on aurait dû savoir régler autrement finissent au tribunal parce que on ne sait pas gérer. C'est l'impression que moi j'ai. Et donc, comme vous êtes partie prenante dans ça, pourquoi c'est important et pourquoi vous venez en parler finalement sur une antenne comme celle-ci, quoi? Alors bon, déjà en tant qu'avocat, j'ai envie de dire que c'est toujours très important de faire des procès, hein. J'ai des enfants qui font des études, il faut que je les finance. Mais plus sérieusement, euh, c'est la fonction même d'un tribunal dans une société démocratique apaisée de trancher les litiges qu'on n'a pas réussi à trancher autrement. Il y a un moment où, quel que soit le litige, quel que soit le contentieux, il y a un moment où on a tous connu ces moments où on n'arrive plus à se mettre d'accord, on n'arrive plus à communiquer, mais les conséquences sont importantes. Donc il faut faire appel à un arbitre impartial et qui va statuer selon la règle commune, et la règle commune, c'est le droit. Donc c'est l'essence même d'un procès. J'avais peur au début de ces affaires. Alors dans beaucoup de ces dossiers, je suis en défense, donc là il n'y a pas de problème. C'est pas nous qui avons commencé, comme on dit en maternelle. En tout cas, si on est là, c'est pas parce que on a déclenché cette action, on ne fait que se défendre. C'était le cas, par exemple, pour Guillaume Limousin. Il n'a rien demandé à personne. C'est lui qui était attaqué. Là, j'étais dans l'autre sens. Vous avez rappelé la difficulté qu'il y a à s'attaquer à un avocat. C'est une difficulté qui m'avait pas échappé, que j'ai pris en compte en évaluant l'opportunité de cette action. J'avais peur que les juridictions prennent toutes ces affaires-là un peu comme des disputes de Twitter. Enfin, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui vient de nous embêter avec ça? Rentrer on rejette tout, on déboute tout. Voilà, vous avez 0-0, la balle au centre. Et la bonne nouvelle, ça a été que non, les magistrats semblent avoir compris la gravité de ce qui s'est passé, les conséquences de la désinformation. Ils savent qu'il y a eu des morts, hein. Eux ne pensent pas que les frères Bogdanov et autres sont morts d'un effet secondaire de je ne sais pas quoi ou de la 5G. Ils se souviennent combien de morts ça a fait en France, combien de morts ça a fait dans le monde. Et ils réalisent la gravité, et notamment le harcèlement en ligne est pris maintenant beaucoup plus au sérieux, même si c'est un délit récent. Il y a une section spécialisée du parquet de Paris qui a été créée là-dedans. Au départ, je vous cache pas que j'ai trouvé un peu frileux parce que leur dossier de référence, en fait, c'était l'affaire Mila. On s'en souvient, c'était une jeune femme, alors rien à voir avec le Covid et tout ça, qui avait eu des propos très violents sur les religions, mais critiquer durement des religions, ça fait partie justement de la liberté d'expression. Et elle s'était pris un harcèlement d'une violence extrême, et ça a été la première affaire qui a été traitée par cette section spécialisée. Et je les sentais un peu frileux. Alors c'est peut-être moi qui me fais des illusions, hein, si un de ces parquetiers m'écoute, il nous apportera la contradiction. Mais que comme c'était un parquet très jeune, ils avaient peur de lancer une affaire un peu téméraire qui se termine en relax général. Parce que le message qui passerait, c'est regardez, on peut harceler en ligne, c'est légal, les juges disent qu'on pouvait le faire. Donc il n'y allait qu'à coup sûr. Cela dit, je ne vais pas les critiquer en tant qu'avocat, c'est exactement ce que j'ai fait dans l'affaire Bossier-Descombes. Je n'y suis allé parce que j'estimais que c'était un coup sûr ou presque sûr. Maintenant, les plaintes sont reçues beaucoup plus volontiers, elles sont suivies, il y a une vraie enquête qui est ouverte derrière. C'est un parquet spécialisé, donc ils savent comment identifier les internautes. Et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs de ces affaires jugées. Et le tribunal prend ça très au sérieux. Ils comprennent parfaitement que c'est une nouvelle forme de violence qui prend la forme de pixels et de messages, mais qui touche directement la personne parce que ce sont des menaces, surtout quand c'est une femme, sexistes, des menaces de viol. Il y avait aussi, ça remonte un peu maintenant, mais c'était une des premières affaires comme ça, l'affaire Nadia Dam, qui à l'époque était sur Europe 1, c'est une chroniqueuse humoristique qui s'était attaquée, la pauvre, au forum 1825 de jeuxvideo.com, les cases, les livres de la nation, etc. Et qui avait retrouvé son adresse personnelle, qui était venu sonner à sa porte, qui avait menacé de décapiter sa fille, qui avait quand même moins de 10 ans à l'époque, enfin, d'une violence extraordinaire. C'est pris au sérieux. C'est pris au sérieux, y compris dans les affaires de diffamation, dans les affaires de harcèlement. Et c'est une très, très bonne nouvelle parce que rien n'est pire pour la vie apaisée en société que le sentiment d'impunité des agresseurs. Et j'espère qu'avec toutes ces décisions et celles qui vont venir pour les affaires de harcèlement,
il y aura la fin de cette sensation d'impunité et que les gens comprennent que non, ce genre de comportement, on peut critiquer quelqu'un pour ce qu'il dit, on peut critiquer des idées, on peut même critiquer la science, on peut critiquer ce qui fait consensus, ce n'est pas un problème. Mais attaquer la personne avec cette violence-là, par contre, c'est inacceptable. Il y a des affaires devant cette juridiction, notamment moi. Je vais m'y retrouver tôt ou tard si l'affaire Félicitations. est acceptée. On verra bien. Je m'en passerai bien, mais comme vous dites, il y a... Voilà. Moi, j'aurais aimé que tout ça puisse se régler sans aller devant le tribunal. Je le vis personnellement comme une forme d'échec, mais comme vous dites, c'est fait pour ça, en fait. Ça sert à ça. Donc, il faut saisir ces juridictions lorsque le... Parce que d'ailleurs, il y a des vies quand même qui sont... voilà, il y a des comportements où... quand on a des enfants, qu'on vit en ville, et qu'on n'est pas serein lorsqu'on sort de chez soi et qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, c'est pas normal. Donc, il faut que ça change. Ah oui. Et donc, Ah oui, vous connaissez bien le discours de ces complotistes. Enfin, dans les cas les plus délirants, mais ce sont les cas les plus délirants qui sont les plus dangereux, ils sont vraiment convaincus que la vaccination fait partie d'un vaste plan génocidaire pour supprimer la moitié ou je ne sais combien, enfin une espèce de remake des Avengers, supprimer la moitié de la population terrestre parce qu'on est trop. Mais dès lors qu'on se dit que il y a un complot gigantesque pour commettre le plus grand génocide de l'histoire et que on est soi-même un résistant contre ce plan démoniaque, mais on n'a plus aucune limite puisqu'on est dans le camp du bien. Ce qu'on fait ne peut être que bien. C'est harceler des gens, les agresser physiquement, à débarquer à leur domicile pour les menacer. Mais c'est quelque chose d'héroïque. C'est quelque chose qui ne mérite que des compliments. Et du coup, ça fait sauter les inhibitions sociales qui fait que normalement, des gens normalement constitués n'agressent pas les autres. Et moi, à titre personnel, je suis très inquiet qu'un jour, l'irréparable ne soit commis dans ce type d'affaires. Parce qu'on a des gens qui sont vraiment dans une sorte de délire entretenu par ces petits groupes. Et maintenant que leur échec est patent, la période de la pandémie est terminée, mais la maladie n'a pas disparu. Mais maintenant qu'on n'en fait plus partie, que la plupart des gens ont compris que oui, Didier Raoult, bon, ce qu'il avait dit en mars 2020 sur l'hydroxychloroquine, c'était un peu n'importe quoi, et que le vaccin, finalement, il est quand même plutôt efficace parce que c'est ça qui a mis fin à cette pandémie si mortelle. Mais maintenant qu'ils sont plus qu'un petit groupe de radicalisés, c'est les plus radicaux qui restent. Et les plus radicaux ont du mal à admettre qu'ils ont tort. et donc, on se rapproche fatalement du jour où il y aura des violences qui vont être commises. Euh, Bon. Heureusement, ils y croient sans y croire, parce que s'ils y croyaient vraiment, quand on croit qu'il y a un génocide en cours, quand les résistants faisaient sauter des trains allemands, ils le faisaient, quoi. Enfin, ils résistaient pour de vrai. Ils n'étaient pas en train de faire de se mettre en rond ou de faire des réunions sur Internet pour dire ou faire des bouquins à la Péronne. Ils agissaient. Donc, Oui. heureusement, leur niveau de croyance, enfin, ils sont pas fous, en fait. Ils sont, enfin, pour l'instant, en tout cas, Non, il mais n'y a pas d'acte irrémédiable, comme vous dites, mais euh, Non, mais je on se pense pas que ce rapproche. sont ceux qui sont les plus verbaux et verbeux sur Twitter qui passeront à l'acte. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui sont là, qui lisent, Ouais. qui ne se manifestent pas et qui un jour diront, mais enfin, c'est inacceptable, il faut faire quelque chose. Et puis tous ces gens-là qui ont encouragé, qui ont soufflé sur les braises, disant, mais je n'ai jamais voulu cela. Enfin, je me désolidarise de ce Tout à fait. comportement Donc, avec éventuellement un petit. Mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas le comprendre un peu quand même? On avait assez averti nous-mêmes, et voilà, nous redevenons les héros. Nous avions averti du danger, etc., etc. C'est des gens qui sont incapables, mais absolument incapables de se remettre en question, de se remettre en doute, de faire de l'autocritique. vous pourrez le constater dans les commentaires, hein, chers spectateurs, qu'il y aura certainement ils seront là, ils commenteront parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et moi, le message que j'ai pour eux, c'est que s'il y a vraiment des affaires de ce type-là, vous pouvez le prouver. La plupart des gens ne veulent pas qu'il y ait de génocide. Donc, c'est pas compliqué. Enfin, si vous revenez avec des éléments convaincants, évidemment, on sera convaincu. Et si vous avez raison, c'est extrêmement grave. Et ça mérite que vous travailliez à le démontrer plutôt qu'aller insulter les gens sur Internet. Le mot de la Évidemment, le fin, génocide maître. est un crime, le génocide est un crime. Ouais. La justice enquêtera là-dessus et châtiera les coupables. Donc, saisissez la justice avec vos preuves. Très bien. Un mot de la fin, je sais pas, ou un message final.
À part bravo d'avoir fait Euh, condamner Maître Divisio, parce qu'il y a plein de gens que ça soulage, même si ça ne sert pas à ça la justice, mais il y a des gens que ça soulage de voir que quand même ce personnage-là euh, n'est pas, comment dirais-je, im- impunité, le mot, l'adjectif, impunissable? Bref. non, c'est ça, c'est l'impunité, c'est le sentiment en tout cas d'impunité. S'il faisait ça, c'est que et je pense que quand Fabrice Divisio a publié tout ça, il était vraiment convaincu. D'ailleurs, il le disait lui-même dans les jours qui suivaient. Si elle n'est pas, si ce n'est pas vrai, elle n'a qu'à me citer en diffamation. Ben, chiche. Euh, mais il était persuadé que ça n'arriverait pas et que quand c'est arrivé, il était persuadé qu'il ne serait pas condamné. Et ben, c'est ce genre de démonstration, on est presque dans une démarche scientifique, de bien montrer. Vous me pensiez que c'est impossible de vous condamner, voici la preuve que c'est possible. La prochaine fois, réfléchissez à 2 fois. De manière générale, c'est toujours bon de réfléchir à 2 fois. Merci pour cette réflexion. On y repensera plusieurs fois. Et bon courage pour la suite. À ma connaissance, vous êtes quand même souvent du bon côté des affaires dont j'ai vent. Donc, bon courage pour les prochaines. Merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Pensez à consulter la playlist Justice et éthique qui revient sur toutes ces affaires qui maintenant font partie de notre quotidien, de notre action, de notre travail. Dans la vulgarisation de l'esprit critique, on ne peut pas faire l'économie de vous rendre compte, de médiatiser, de diffuser, de vulgariser aussi tout l'aspect judiciaire et des sciences du droit qui interviennent dans le travail qu'on fait désormais parce que vous voyez bien un peu ce qui se passe, vous avez compris le climat, et je vous remercie pour votre présence, pour votre intérêt pour cet aspect des choses et pour votre soutien. Sachez que, encore une fois, sans vous, qu'est-ce qu'on ferait ici? Qu'est-ce que je ferais? Autre chose. Et peut-être que même ma vie serait plus simple, remarquez. Mais bon, pour autant, on va continuer. Merci pour votre écoute. Pensez à partager ces vidéos et prenez soin de vous. À bientôt, des bisous.